Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Lutte ANTITERRORISTE ou marchandage POLITICOCOMMERCIAL? Henri Leclerc. Avocat. Je le dis tranquillement et sans craindre un instant un démenti quelconque. Il n'y a pas dans le dossier, toujours 2 ans après, l'ombre d'un acte susceptible d'être qualifié d'acte terroriste. Je dois d'abord vous présenter, car je l'ai eu assez longuement au téléphone, les excuses de Lucie Aubrac qui est partie pour quelques jours. Il est évident que Lucie Aubrac est une personnalité de grande importance qui m'a prié de venir dire ici à quel point elle participait à ce combat pour la défense de la résistance iranienne. Je suis heureux quand même d'ouvrir cette conférence par ce salut d'une des plus grandes résistantes françaises, d'une personne qui a eu dans sa jeunesse un engagement total et qui continue avec son mari Raymond à lutter pour les idéaux qu'elle défendait pendant la résistance. Elle vous prie d'excuser son absence, et en tout cas m'a demandé de vous transmettre son salut. La réunion d'aujourd'hui se fait pratiquement 2 années, après qu'un certain nombre de personnes aient été interpellées dans les conditions que vous savez et qui sont tout de même assez stupéfiantes. Elle reste assez stupéfiante quand on voit quelle est la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Stupéfiante parce qu'elles ont déplacé plus de 1000 policiers pour interpeller des gens dont nul ne conteste qu'ils vivaient pacifiquement, qu'ils n'avaient pas la moindre arme avec eux, qu'ils ne menaient aucun combat ici, qu'ils n'avaient aucune volonté de s'opposer par quelque moyen que soit aux forces de police. L'envergure extraordinaire de cette manifestation destinée sans doute à impressionner l'opinion publique, mais encore plus à faciliter des relations diplomatico-commerciales de la France, est très préoccupante. Nous savons comme après les longues journées éprouvantes de la garde à vue spéciale prévue en matière de terrorisme, que ces personnes ont été déférées devant les juges et la section antiterroriste du parquet de Paris. Plus de 100 personnes avaient été arrêtées. Ceux qui ont été mis en examen à ce moment avaient été pour un certain nombre placés en détention. Vous savez comment peu de temps après, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a désavoué les juges de la détention et de la liberté qui les avaient placés en détention sur demande du juge d'instruction Bruguière. Depuis 2 ans, cette procédure se déroule, et manifestement aucun élément n'a été jusqu'à ce jour apporté établissant que les personnes poursuivies ont accompli sur le territoire de la République ou d'ailleurs dans n'importe quel endroit dans le monde un acte quelconque susceptible d'être qualifié de terrorisme. Mais bien entendu, les choses ne sont pas terminées pour autant. Pourquoi ? Parce que nous savons à quel point le problème de l'Iran préoccupe la diplomatie française et la diplomatie européenne. Nous savons à quel point la diplomatie française et la diplomatie européenne cherchent à obtenir, actuellement dans la mesure où les problèmes de la guerre d'Irak se sont déroulés et sont dans l'état actuel, à obtenir un appui et une situation préférentielle de la part de l'Iran. Ils l'ont d'ailleurs obtenu sur certains points, et nous savons quel est le problème essentiel et qui est effectivement celui de la nucléarisation. C'est le problème d'aujourd'hui. Vous avez pu d'ailleurs remarquer que si vous l'avez vu dans Le Monde d'hier soir, les Iraniens viennent de faire une déclaration disant qu'ils ne renonceraient jamais à mettre au point leur système d'enrichissement d'uranium. Et donc nous sommes toujours dans la même situation. Or, nous savons qu'à chacune de ces réunions, lorsqu'un accord intervient, cet accord comporte toujours cette clause indiquant que les Européens et plus particulièrement les Français, car c'est eux qui sont à la pointe de ces négociations, continueront à lutter contre les mouvements terroristes. Il est très étonnant d'ailleurs de voir le gouvernement démocratique de la France signer un tel accord concernant des terroristes, avec un État dont nul ne conteste qu'il est lui-même un État terroriste. Car il est évident que la situation actuelle des droits de l'homme à l'intérieur de l'Iran, le nombre d'exécutions capitales, la façon dont sont traités un certain nombre de prisonniers politiques, la nature même de ce régime de théocratie et de dictature religieuse est très préoccupante. Qu'une démocratie française passe des accords en indiquant qu'elle poursuivra ses opposants, ses résistants, qualifiés bien entendu pour la circonstance de terroristes, car il s'agit aujourd'hui de la meilleure méthode pour déconsidérer un certain nombre d'adversaires, tout cela est tout à fait grave. La question qui est posée à tous par ce qui se passe à l'encontre des militants du Conseil national de la résistance iranienne
est de savoir si lorsqu'un État dictatorial existe quelque part, la seule façon d'envisager de le renverser serait le comportement qu'ont eu les Américains en Irak. Est-ce qu'en réalité, la seule solution pour renverser le régime iranien, c'est qu'un jour une guerre soit faite où l'on commence par écraser sous les bombes le peuple iranien pour essayer de faire plier ses dirigeants par une conquête militaire? Ou au contraire, est-ce qu'il ne faudrait pas que ceux qui résistent à l'intérieur de l'Iran, que le peuple d'Iran qui souffre, prenne enfin en main son destin? Est-ce que c'est en pourchassant comme on fait ici pour des raisons diplomatico-commerciales, ceux que l'on qualifie de terroristes par cette décision européenne inique qui a consisté à mettre les moudjahidines du peuple sur la liste des organisations terroristes pour faire plaisir également aux autorités iraniennes? Est-ce que c'est avec de telles méthodes que nous pensons que nous réussirons à rétablir dans cette région du monde la démocratie et la paix? Je n'en suis pas sûr. Alors, nous sommes ici effectivement pour parler aussi des poursuites. Je le dis tranquillement et sans craindre un instant un démenti quelconque. Il n'y a pas dans le dossier, toujours 2 ans après, l'ombre d'un acte susceptible d'être qualifié d'acte terroriste. Certes, on nous dit que des actes auraient été commis en Iran. On va même parfois jusqu'à se poser des questions sur ce qui a pu se passer au temps où certains étaient encore en Iran, il y a 20 ans, 30 ans. Tout cela est absurde. Le problème est de savoir ce que l'on qualifie effectivement d'acte terroriste. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a pas d'acte terroriste, au sens où l'entend la loi, qui aurait été commis. Et comme on sait que l'on ne trouve rien de ce côté-là, on va essayer par une campagne tout à fait audacieuse de trouver des gens qui vont porter plainte, essayer de déconsidérer, de déshonorer les résistants. Il y a là des pratiques dangereuses, graves pour la liberté des réfugiés, dont personne ne conteste qu'ils craignent pour leur vie s'ils sont renvoyés en Iran, des réfugiés pour lesquels les tribunaux administratifs ont statué de la façon la plus claire en refusant leur renvoi en Iran. Il y a là un comportement préoccupant, et qui fait qu'un certain nombre de juristes se posent des questions. Ces questions, nous allons nous les poser tout l'après-midi. Nous allons avoir un après-midi qui va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, nous verrons le problème de ce qu'est la signification de cette procédure. Est-ce que cette procédure s'inscrit dans le cadre d'une lutte antiterroriste? Ou est-ce qu'elle s'inscrit plutôt dans le cadre d'un marchandage politico-commercial? Dans un deuxième temps, nous examinerons la question du rôle joué actuellement par le régime iranien dans cette affaire, pour influer sur la procédure judiciaire. Nous poserons des questions sur ce qu'est la nature de ce régime iranien. Dans un troisième temps, nous aborderons, puisque Le Monde l'a d'ailleurs indiqué dans un article qui semblait renseigner sur l'état du dossier, dans la mesure où aucune implication terroriste n'a pu être trouvée, la question, comme cela se fait parfois, des dérives financières pour essayer de déconsidérer les résistants. Nous allons donc essayer d'examiner tout cela, avec la participation d'un certain nombre de juristes. Notre réunion se veut une réunion d'études, de réflexion et de juristes. Mais nous savons que le droit est aussi un combat, et en étant ici, nous menons un combat pour le droit. William Bourdon. Avocat. La révélation de l'absence totale de toute charge, n'est-elle pas quelque chose qui était connu des magistrats instructeurs et du parquet dès le début? Ceci signe de façon absolue et définitive le caractère politique de ce dossier. Je suis donc un des avocats, avec Henri Leclerc et d'autres, des réfugiés politiques iraniens en France. Il m'appartient de présenter une brève photographie, une sorte d'état des lieux de la procédure qui a été initiée avec vacarme, fureur et publicité il y a maintenant presque 2 ans. Je voudrais commencer ce bref exposé d'une façon un peu brutale, sinon provocatrice, en vous invitant à nous poser la question suivante. Aujourd'hui, s'agissant des infractions de terrorisme, d'activités terroristes reprochées aux réfugiés politiques iraniens en France, il est acquis que le dossier est vide. Et la question qu'il faut se poser est la suivante. Ceux qui vont de plus en plus explicitement et de moins en moins implicitement admettre que le dossier est vide, le découvrent-ils aujourd'hui ou est-ce qu'ils ne font pas mine de découvrir quelque chose qu'ils savaient déjà depuis longtemps? En d'autres termes, la révélation de l'absence totale de toute charge n'est-elle pas quelque chose qui était connu des magistrats instructeurs et du parquet dès le début? Et n'y a-t-il pas une forme de fiction hypocrite à faire aujourd'hui semblant de découvrir que l'enquête est insusceptible d'aboutir?
Je pense très profondément que les enquêteurs et les juges d'instruction avaient dès le début la conscience que le dossier ne pouvait en aucune façon aboutir. C'est parce qu'ils l'avaient dès l'origine qu'il y a une fiction à prétendre qu'on le découvre maintenant, alors qu'on le savait hier. Cela signe de façon absolue et définitive le caractère politique de ce dossier. Alors on peut regretter d'une certaine façon l'extraordinaire débauche d'énergie, de moyens, de compétences policières pendant 2 ans, à une époque où la France est requise à juste titre de mobiliser les meilleurs de ses limiers, de ses policiers pour lutter contre une authentique menace qui est celle du terrorisme. Quelle débauche d'énergie! Que de moyens dilapidés pour rien, et comme le disait Shakespeare, beaucoup de bruit finalement pour rien dans cette procédure. Comme à front renversé, 2 camps s'opposent. Les juges d'instruction et le ministre de l'Intérieur, et de l'autre côté, la Cour d'appel de Paris, le tribunal administratif et le Conseil d'État. À front renversé, parce que les juges d'instruction et le ministre de l'Intérieur partagent cette vaine et inlassable obsession de criminaliser des réfugiés politiques iraniens. Et face à eux, chaque fois qu'ils ont eu la possibilité de le faire, les juges qui ont été saisis ont récusé leur analyse. La Cour d'appel de Paris, quant à elle, a libéré 10 jours après leur détention les principaux dirigeants du CNRI, ce qui est une première dans l'histoire judiciaire de la lutte contre le terrorisme en France, je dis bien une première absolue, et à front renversé également le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le Conseil d'État qui ont tous suspendu les mesures tout à fait iniques d'expulsion et d'assignation à résidence qui avaient été signifiées contre un certain nombre de réfugiés politiques iraniens. Par conséquent aujourd'hui, cette réunion qui en suit d'autres s'inscrit dans une période qui va constituer un véritable tournant de l'histoire judiciaire s'agissant des réfugiés politiques iraniens. Pourquoi un tournant ? Parce que d'une part, nous pouvons dire que les masques sont tombés s'agissant des conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire française, de façon consentante ou contrainte, a accepté d'être instrumentalisée au nom d'un certain nombre d'impératifs géopolitiques et économiques. D'autre part, une deuxième mi-temps judiciaire s'annonce et c'est celle qui va tendre à faire croire que les réfugiés politiques iraniens vont permettre à la justice française de démontrer une excellence, un savoir-faire exceptionnel, s'agissant de la démonstration à l'échelon universel et international des moyens de financement des activités terroristes qui leur sont reprochés. Alors on voit bien, comme le dieu grec qui avait condamné les Danaïdes en enfer à remplir un tonneau qui ne cessait de se vider, car il était percé, les juges d'instruction antiterroristes vont répéter comme une terrible métaphore ce sinistre destin des Danaïdes s'agissant de leur tentative d'alimenter le dossier d'une nouvelle infraction de blanchiment. On sait déjà qu'ils vont échouer. Ils vont échouer, étant précisé que toutes les tentatives qui ont été faites ces dernières années pour donner de la consistance au dossier de la procédure, ont également échoué. Comme ont échoué les tentatives faites par un certain nombre de parties civiles, de se constituer dans le cadre du dossier d'information, contre toute une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elles ont échoué également s'agissant de la tentative du parquet d'obtenir un fondement judiciaire aux poursuites, sur la base de la compétence universelle. Sur ce point, je vous demande de vous référer à l'avis du professeur Bullock qui a expliqué effectivement que les bases procédurales de telles poursuites étaient contraires à toutes les lois nationales et à la loi internationale. Alors la question qui se pose est la suivante. Jusqu'où l'instrumentalisation des autorités judiciaires françaises peut aller dans ce dossier ? Jusqu'où peut-elle aller sachant que si s'agissant de la lutte contre le terrorisme, nous juristes militants des droits de l'homme, nous sommes évidemment vigilants comme des sentinelles et veillons à ce que la fin ne justifie pas les moyens. Notre objectif est de veiller à ce qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, on ne criminalise pas des mouvements politiques respectables et respectés depuis 30 ans. C'est un enjeu pour les Modjahedine, c'est un enjeu pour la France, et c'est un enjeu pour toute la communauté internationale de savoir si au nom de l'hyper-légitimité de la lutte contre l'hyper-terrorisme, on ne va pas délégitimer des mouvements respectueux, respectables et qui incarnaient au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, et qui incarnent toujours le droit légitime à se dresser face à l'oppression et à la dictature. Monsieur de Villepin, dans une interview au Monde le 23 mars 2005, expliquait que face au terrorisme, il était hostile à toute loi d'exception. Le 11 mars 2005,
Le Parlement britannique a adopté une loi, The Prevention of Terrorism Bill, qui réduit un peu en miettes et en poussière, en tout cas au moins pour un an, l'habeas corpus. La question qui se pose, et c'est ça qui d'une certaine façon est symbolisé à travers la lutte judiciaire que nous menons au nom de nos amis, est la suivante. A-t-on besoin d'une loi d'exception pour avoir un comportement d'exception ? Nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui dans la galerie des juges antiterroristes est caractéristique du fait que si prima facie la procédure est respectueuse du principe de légalité, en même temps, de façon insidieuse, elle est caractéristique d'un comportement d'exception qui viole la présomption d'innocence. Un comportement d'exception qui violera peut-être demain le principe de la loyauté et de l'admissibilité des preuves. Un comportement d'exception qui violera peut-être demain, quand la preuve en sera définitivement apportée, le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Voilà pourquoi nous pensons, nous les avocats des réfugiés politiques iraniens, que si la bataille ne sera pas éternelle et qu'elle devra être la plus courte possible. Même si nous savons que face à nous, la raison d'État telle qu'elle est inscrite et installée dans le dossier, nous promet malheureusement des batailles encore difficiles et douloureuses. Lord SLYNN of Hadley. Ancien juge à la Cour européenne de justice de Luxembourg. Saisir des capitaux sans raison, les garder bloqués pendant trop longtemps dans le but de persécuter des gens, toutes ces pratiques sont intolérables. Je suis très heureux d'avoir été invité à cette conférence. À propos de ce qui se passe ici en France, je dispose de peu d'informations et je vais écouter attentivement les différents orateurs qui ont de plus amples renseignements à ce sujet. Mais, étant donné que ces dernières années j'ai eu quelques contacts avec le CNRI et l'OMPI, on m'a demandé si je pouvais donner mon opinion sur les difficultés actuelles auxquelles font face nos collègues de la résistance iranienne et les juristes et les avocats qui essayent humblement de leur venir en aide. Permettez-moi de dire en guise d'introduction qu'à mon avis, l'OMPI et le CNRI ont maintenant deux tâches principales et ont à lutter sur deux fronts. Premièrement, avec le soutien des Iraniens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran, ce mouvement mène une lutte pour instaurer en Iran une démocratie, mettre en place des élections libres, instaurer une démocratie qui va mettre fin à la torture et aux persécutions des hommes, des femmes et des enfants. Ceux parmi nous qui ont visité le camp Ashraf et qui ont visité le musée qui s'y trouve, ont eu l'occasion de voir des documents et des preuves très inquiétantes sur des exactions commises par le régime iranien. L'instauration de la démocratie, c'est l'objectif à long terme de la résistance iranienne. Madame Rajavi l'a dit à plusieurs reprises dans ses discours. Lorsque nous organiserons des élections libres en Iran, notre premier objectif sera atteint. Si nous les gagnons, tant mieux, mais notre principale mission est de mettre en place des élections libres. Deuxièmement, cette résistance doit protéger ses membres et ses sympathisants contre les restrictions et les persécutions injustifiées mises en place à leur encontre à l'extérieur de l'Iran. Et c'est notre rôle à nous, les juristes ici présents, de les aider à se protéger. Je suis conscient que ces deux batailles sont toutes les deux des batailles très politiques et que les politiciens, hommes et les femmes, doivent y participer. Mais les juristes peuvent-ils faire quelque chose ? Quel est leur rôle ? Les avocats et les juristes ont un rôle Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.